Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat dans ce nouveau numéro des Matins du Sénat pour vous faire vivre les travaux de la Haute Assemblée. Ce matin, je vous propose de suivre l'audition de Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Les sénateurs l'ont interrogée sur les travaux du Grand Paris. Et vous allez le voir, Valérie Pécresse a critiqué le projet de Roissy-Charles de Gaulle Express, la future ligne directe entre l'aéroport de Roissy et Paris. La présidente de la région Île-de-France a aussi donné son avis sur la prochaine loi mobilité du gouvernement qui doit moderniser le secteur des transports. L'audition de Valérie Pécresse au Sénat, c'est tout de suite. Sur CDG Express, je me sens tout à fait en harmonie avec la position des sénateurs telle que vous l'avez exprimée. Vous le savez, la région, enfin plus exactement la région et Île-de-France Mobilité que je préside, sont passés sur ce projet du oui, si à un non, sauf si. Mais un cri d'alarme qui a été justifié par le fait que sur le RERB, qui, comme vous l'avez dit, est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Île-de-France, avec 800 000 passagers jour, nous avons eu des problèmes de fiabilité et de robustesse du réseau extrêmement importants ces dernières années. Et c'est dû aussi à tous les aléas de chantier que nous avons connus depuis un an, que ce soit dans le cadre de la construction du Grand Paris Express, dans le cadre de la rénovation du réseau existant, dont je rappelle qu'il subit le poids de 30 années de sous-investissement chronique, qui fait que, vraiment par moment, il tombe en capilotade, c'est-à-dire que les caténaires se cassent, le réseau électrique n'est pas suffisamment robuste. À Drancy, nous avons un transformateur qui a brûlé, qui n'était pas doublé. Enfin bon, voilà, c'est tous les jours des problèmes de ce type. Donc, vu la galère qu'ont subi les usagers, il me paraissait périlleux de s'engouffrer sans réfléchir un moment dans la réalisation d'une ligne CDG Express qui va provoquer des travaux sur tout le faisceau nord, sur le RERB bien sûr, mais aussi sur la ligne H et sur la ligne K. Voilà, alors, donc, non sauf si. Alors, la ministre, finalement, nous a plutôt entendu ce cri d'alarme qui a été poussé par l'Île-de-France, a demandé au préfet de reprendre le dossier et la concertation, et lui a demandé aussi, d'ici avril, de faire un véritable audit technique de l'ensemble des travaux qui sont prévus et du calendrier des travaux 2024. Alors, pour résumer ma position aujourd'hui à ce stade, je dirais que je reste, comme la ministre, convaincue de l'utilité du CDG Express pour l'attractivité de l'Île-de-France et plus largement pour l'attractivité de la France, parce que tous les voyageurs qui vont directement vers l'aéroport auront de plus en plus de mal à s'y rendre en voiture, et que par ailleurs, ceux qui sont sur la ligne du RERB participent à la congestion de cette ligne. Il faut savoir que la ligne B a un triste record, c'est celui d'avoir 340 objets abandonnés par an, colis abandonnés par an, et que ces 340 colis abandonnés, en vigie pirate rouge, c'est les démineurs, c'est bloquer la ligne, c'est des heures d'arrêt, et ces colis abandonnés sont très souvent des bagages abandonnés, des bagages oubliés par des voyageurs qui se rendaient à l'aéroport ou qui en revenaient. Donc il y a une vraie logique et une vraie complémentarité du CDG Express Paris-Roissy en 20 minutes directes, offert aux touristes, et du RERB, un RERB rénové. Alors je suis convaincue, comme le ministre, de l'utilité de CDG, je suis convaincue de sa complémentarité et non pas de sa concurrence avec le RERB, mais en revanche, je ne suis pas convaincue et je ne reste pas convaincue à ce stade par le calendrier qui a été fixé par l'État et qui consisterait à dire que l'on peut arriver à construire CDG Express d'ici les Jeux Olympiques, c'est-à-dire d'ici l'été 2024, sans dégrader les conditions de transport des usagers du RERB et leur qualité de service. Et donc, j'ai pris acte du fait que la ministre se fixait elle-même comme ligne rouge la neutralité des travaux vis-à-vis des voyageurs du quotidien. Pour moi, c'est un premier pas dans une très bonne direction. En tout cas, c'est un très bon principe d'action. Mais j'attends vraiment avril pour pouvoir me prononcer. Et
ma position à ce stade, et tant que je n'ai pas d'informations contraires, c'est de dire 2024 peut être un objectif que se fixe la concession de CDG, mais il faut que l'État accepte de détendre le calendrier si on s'aperçoit que les travaux ne passent pas dans ce calendrier très serré de 2024 et qu'on puisse détendre le calendrier jusqu'à 2025, voire 2026. Si jamais il y a des aléas de chantier, si jamais le calendrier des travaux était trop serré. Et par ailleurs, j'ai demandé au préfet qu'on puisse revoir aussi des travaux d'infrastructure qui devaient être faits en plus de CDG et en plus de la régénération du RER B et qui sont aussi de nature à venir impacter la régularité du RER B. Donc voilà, donc ça c'est ma position sur CDG. À ce stade, pas convaincu. Alors pourquoi je ne suis pas convaincu, pardon de le dire, c'est parce que SNCF Réseau lui-même est venu dire en audition publique devant les administrateurs d'Île-de-France Mobilité qu'il ne serait pas en capacité de faire tous les travaux de régénération prévus pour le B en même temps que CDG et tout ça dans un délai de 2024. Donc moi, quand SNCF Réseau vient témoigner devant mon bureau, mon conseil d'administration, qu'il ne veut pas faire, j'ai tendance à le croire. Alors aujourd'hui, on nous dit que si. Voilà, ça justifie que je sois dubitative et que nous le soyons tous. Et je pense qu'on ne peut vraiment pas infliger aux 800 000 voyageurs du RER B des galères supplémentaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui pour CDG, mais avec un calendrier détendu. J'ajoute que je suis très favorable, que ce soit pour CDG et pour le Grand Paris Express, ça me permet de faire le lien à la création qui pourrait être portée par le Sénat d'un fonds d'indemnisation des aléas de chantier pour les voyageurs du quotidien. Un fonds d'indemnisation des aléas de chantier qui pourrait être souscrit par toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui ont le privilège d'être lauréats de nos appels à projets, de nos marchés publics, et qui, de temps en temps, font n'importe quoi. Je vous donne un seul exemple. Ce qui s'est passé l'année dernière sur le RER A, 1 200 000 voyageurs, où une grande entreprise de travaux publics, que je ne citerai pas, qui était en train de faire les travaux du chantier EOL, à la Porte Maillot, a fait, sans demander l'autorisation de personne et sans en avertir personne, un forage d'exploratoire à 20 mètres de profondeur qui a percé la voûte du RER A, alors qu'on sait tous qu'à la Porte Maillot, il y a la ligne 1, le RER A, et là c'était pour faire la gare EOL. Bon, voilà, ça nous a coulé, une coulée de boue, ça nous a causé l'arrivée d'une coulée de boue dans le RER A. On aurait pu avoir une vraie tragédie. Coup de chance, le RER n'était pas dans le tunnel à ce moment-là. Ça a coûté un bras à la RATP. Ça a provoqué évidemment les perturbations que vous imaginez dans une ligne où on avait la fierté, qu'on avait la fierté d'avoir redressé et qui aujourd'hui a gagné 5 points ou 6 points de régularité selon les branches depuis que nous y avons fait beaucoup de travaux de fiabilisation. Donc pardon de le dire, mais quand on a ça, quand on a des travaux, d'autres, je ne parlerai pas d'autres chantiers, mais j'ai d'autres idées en tête. Il y a beaucoup d'aléas de chantier. Il y en aura d'autres. Parce que quand on fait 205 km, 68 gares, plus EOL, plus CDG, plus 800 millions d'euros de travaux de régénération, il y aura des aléas de chantier. Et la galère absolue que vivent les voyageurs quand ils sont pris pendant 2 heures ou 3 heures dans un tunnel. Donc je pense qu'avoir ce fonds d'indemnisation des aléas de chantier, ça pourrait être une très belle mesure prise pour, faire supporter aux 8 millions de franciliens qui prennent les transports en commun tous les jours les galères que vont occasionner tous ces chantiers qui sont absolument nécessaires. Et je n'aurai pas la démagogie de dire qu'il faut les stopper. Mais je pense que c'est compliqué et comme on est dans une période un peu compliquée, je n'aimerais pas avoir les brassards jaunes qui se joignent aux gilets de la même couleur. Voilà. Donc sur le Grand Paris Express, comme le Sénat, je déplore absolument le dérapage financier du projet. Alors, je dois l'honnêteté de dire que j'avais alerté. Je suis arrivée tardivement au conseil d'administration, au conseil de surveillance de Grand Paris Express, de la Société du Grand Paris.
en début janvier 2016, quand je suis devenue présidente de région. Et j'avais déjà demandé à plusieurs reprises des comptes sur les dérapages des chantiers. Je n'ai pas voulu voter le dernier budget de la Société du Grand Paris à cause justement de l'ampleur de ces dérapages. Et notamment, j'avais alerté sur les gares du Grand Paris Express, qui étaient finalement la face émergée de l'iceberg. Ces gares du Grand Paris Express sont des gestes architecturaux. Ça veut dire que ce sont des gares sur lesquelles on n'a rien construit de plus qu'une gare. Et tous les professionnels, que ce soit les professionnels du commerce ou les professionnels de l'immobilier de bureau, m'avaient alerté en me disant c'est quand même fou de faire une gare, ce qui est une création de valeur énorme, et de rien construire au-dessus de la gare. Des centres commerciaux, des centres de bureaux, enfin, en tout cas, valoriser le foncier de la gare. Et aujourd'hui, ils avaient ajouté, si le métro de Paris s'était fait avec à chaque sortie de métro un geste architectural de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, on n'aurait jamais construit le métro parisien. Le Grand Paris Express, c'est d'abord un tunnel dans lequel on doit faire rouler les trains avec des sorties du tunnel, vous voyez. Et puis, on devait valoriser, c'était le projet initial de Christian Blanc, on devait valoriser le foncier au-dessus de la gare, ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gares qui coûtent extrêmement cher. Sur certains tronçons, les gares coûtent presque un tiers du coût du tronçon lui-même. Voilà. Donc j'avais tiré le signal d'alarme sur cet aspect qui était le seul que je pouvais voir de ma place de conseillère d'administration, mais on m'avait expliqué qu'on construirait au droit de la gare. Alors au droit de la gare, je ne sais pas qui est propriétaire de la plus-value foncière qui se réalise au droit de la gare. Est-ce que c'est vraiment l'État? Est-ce que c'est pas la commune? Est-ce que c'est pas des promoteurs privés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas sûre que cette plus-value foncière qui aurait dû être générée par le Grand Paris Express et venir financer une partie de cette infrastructure, cette plus-value foncière ait vraiment été captée par la puissance publique pour l'aider à financer ce projet. C'était le principal reproche que j'avais trouvé à faire à l'époque, mais qui reste quand même très valable, parce qu'on aurait dupé l'ensemble du foncier aux abords des gares et on l'aurait revendu, nous aurions déjà fait une plus-value considérable. Pour vous donner un seul exemple, le siège de la région, que j'ai déménagé à Saint-Ouen, à proximité de la ligne 14 et de la nouvelle gare de la ligne 14, qui pourtant a pris 1 an et demi de retard à cause d'une nappe phréatique et d'un tunnelier qui n'était pas étanche. Bien, eh bien, cette ligne, ce siège a pris 40% de valeur entre le moment où je suis devenu locataire et le moment où je pourrais exercer mon option d'achat. Nous avons déjà pris 40% de valeur. Donc ça veut dire qu'il y a une plus-value foncière énorme liée à l'arrivée du Grand Paris Express. Donc voilà, donc c'est vraiment un aspect sur lequel Christian Blanc s'était exprimé à l'origine du projet et où je pense qu'il y a eu peut-être un problème de non-valorisation de cette grande infrastructure. Alors, sur les pistes du rapport Carrez, moi, je dois avouer que, bon, c'est encore des taxes, vous voyez, encore des taxes sur l'Île-de-France. Alors, bon, première chose, il n'est pas question de faire payer les Français pour le Grand Paris Express. Je veux dire, l'Île-de-France fait 650 milliards d'euros de PIB annuel. Nous avons les moyens, dans la création de richesses franciliennes, de financer une infrastructure qui fait 35 milliards. Et c'est évidemment pas en ce moment qu'il va falloir demander à la solidarité nationale de venir abonder les dérapages financiers de ce projet. C'est un projet francilien, il doit être financé par les franciliens. Maintenant, est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels la création de valeur se fait et pourrait être dirigée vers le financement de cette infrastructure? Sans doute, mais ce n'est pas à moi de vous dire où, parce que j'irai chercher l'argent chez d'autres que moi, mais parce que l'Île-de-France, elle n'est pas maître de ce genre de rente de situation. Donc sur les recettes que propose Gilles Carrez, il faut faire attention à la taxe parking, il faut faire attention à l'augmentation de la taxe parking, parce que la taxe parking, elle frappe très souvent des entreprises de très grande couronne qui n'ont justement pas de transport en commun. Et donc on fait payer par des entreprises qui n'ont pas de transport en commun des transports en commun qu'elles n'auront jamais. Donc c'est un vrai sujet et je l'ai dit à Gilles, je pense que cette taxe parking n'est pas forcément la bonne taxe à viser.
En revanche, peut-être effectivement que la taxe sur les bureaux, l'installation de bureaux, effectivement, pourrait être majorée. Mais pour l'instant, c'est pour l'instant, à mon avis, la seule piste que j'ai vue, où les droits de mutation à titre onéreux, c'est les seules pistes qu'on imagine à ce stade. Il faut évidemment aussi faire des économies sur le projet si c'est encore possible. Et quant au problème de mise en concurrence de marchés publics, s'ils sont avérés, c'est très grave. Mais là, je n'ai aucune information à ce stade, puisque je viens juste d'être nommée, mais je n'ai pas encore pris part à leurs travaux dans le comité d'audit de la SGP qui vient d'être mis en place. Mais à l'époque, je n'avais aucune autre information que celle qui était donnée aux membres du conseil d'administration, qui n'avaient rigoureusement aucune information supplémentaire sur les marchés qui étaient conclus. Voilà. Et puis par ailleurs, sur le Grand Paris Express, alors j'ai un petit souci avec l'État, parce que l'État, pour financer toujours ce Grand Paris Express, a décidé d'un prélèvement un peu léonin sur Île-de-France Mobilité, qui ne passe pas normalement devant les sénateurs. Et ça, c'est un vrai sujet. Ils ont décidé que pour la première fois, on demanderait 5 ans avant l'ouverture du Grand Paris Express à Île-de-France Mobilité de payer chaque année 30 millions d'euros pour préfinancer à la RATP la future exploitation du Grand Paris Express, du réseau du Grand Paris Express en 2025. Ces 30 millions d'euros, à mon sens, n'ont pas de justification. Que Île-de-France Mobilité paye l'exploitation, ça justifie. Qu'elle paye éventuellement, qu'elle fasse une avance de trésorerie sur l'exploitation l'année d'avant la mise en service du réseau, peut-être. Mais qu'on me demande dès 2019 de payer 30 millions d'euros à la RATP pour faire de la pré-exploitation d'un réseau qui n'arrivera pas avant 6 ans, permettez-moi de vous dire, je pense que c'est du subventionnement de la RATP pur et simple. Et ça s'appelle une aide d'État. Et je crois que c'est interdit par le droit européen. Mais en l'état, la loi ne l'interdit pas. La loi n'interdit pas formellement à l'État de faire ce prélèvement sur Île-de-France Mobilité, mais qui m'a l'air d'être vraiment une recette de poche supplémentaire pour le projet du Grand Paris Express, qui ne passera pas sous le regard avisé du Sénat ni de l'Assemblée. Voilà. Donc si jamais les sénateurs jugeaient que c'est un petit peu léonin et un petit peu cavalier comme procédé, parce que là on me dit 30 millions, mais si demain l'État se décide que c'est 50, moi j'ai aucun moyen de savoir à quoi ces 30 millions correspondent et sur quoi ils sont fléchés, n'ayant eu aucune information sur ce sujet. Alors sur la loi mobilité, qui arrive, vous m'avez posé la question de la gouvernance. Alors, il est évident pour moi qu'il y a en ce moment, au moment où je vous parle, une convergence de toutes les mobilités. Et que c'est complètement ringard et même rétrograde d'opposer, comme on l'a fait pendant des décennies, la route et les transports en commun. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui divise notre pays. Et qu'aujourd'hui, à une heure où vous voyez que nous avons quand même beaucoup de mal à faire des nouveaux métros, parce que ça coûte très cher et que les travaux sont très complexes, l'idée dans les métropoles d'utiliser la route pour y faire transiter un certain nombre de transports, de nouvelles mobilités ou de transports intelligents, paraît absolument déterminant pour l'avenir et la fluidité de nos routes et pour aussi le développement de nos transports en commun de proximité. Et donc, pour moi, on voit arriver une convergence route-transport en commun. Les anglo-saxons, nos voisins, quelquefois sur ces sujets-là, sont plus pragmatiques que nous, ont donné à l'autorité du Grand Londres, il faut savoir que le Grand Londres, c'est plus grand que l'Île-de-France, hein, c'est 14 millions d'habitants, nous c'est 12. Donc l'autorité territoriale du Grand Londres, la London Authority of Transport, a aujourd'hui autorité sur les routes et sur les transports en commun. Et avoir cette double autorité, ça leur permet d'éviter tous les frottements décisionnaires qu'il y a entre l'un et l'autre. Je vous donnerai qu'un seul exemple. Aujourd'hui, ce qui m'arrangerait, ce qui serait vraiment quelque chose qui changerait beaucoup de choses en Île-de-France, ce serait de pouvoir utiliser, après les péages, donc sur l'arrivée à Paris, sur les 50 derniers kilomètres sur l'arrivée à Paris, des autoroutes, qui sont aujourd'hui propriété de l'État. Ce qui m'arrangerait, c'est de pouvoir utiliser les bandes d'arrêt d'urgence, en faire des voies supplémentaires, y mettre des trains de bus ou du covoiturage.
pour développer enfin le covoiturage. Le covoiturage ne se développera pas en Île-de-France si on ne donne pas un avantage significatif aux covoitureurs. Pourquoi ? Parce que financièrement, ça n'est pas rentable pour les personnes d'ouvrir leurs portières, puisque la loi ne prévoit que le covoiturage ne puisse que défrayer le coût de l'essence. Or, le coût de l'essence, c'est 2 € par trajet, en moyenne, entre 2 et 4 €. Je veux dire, voilà, ça ne paye pas pour le désagrément qu'il y a à se détourner de son trajet, à ouvrir sa portière, à prendre quelqu'un dans sa voiture, etc. Il faut savoir en plus que l'emploi en Île-de-France est un emploi très singulier. Nous avons 40% de cadres. Voilà, c'est des cadres dans leur voiture, ils téléphonent, ils ont leur radio. Voilà, s'ils covoiturent, c'est une gêne. Pourquoi accepteraient-ils cette gêne ? Et ils l'ont tous dit. Moi, j'ai réuni les 17 covoitureurs, les 17 sociétés de covoitureurs. Ils ont dit, ils accepteront cette gêne si ça leur fait gagner du temps. L'obsession d'un francilien, c'est de passer moins de temps dans les embouteillages, moins de temps dans les transports. Moyenne de temps de transport en Île-de-France, entre 45 minutes et 1 heure aller et 45 minutes et 1 heure retour, en moyenne. Ça veut dire que quand vous êtes parisien, c'est moins. Quand vous êtes grand banlieusard, ça peut être 2 heures. 2 heures aller, 2 heures retour. Et évidemment, moins on gagne, plus on est loin, plus on a de transport. Donc le sujet de la route est pour nous indissociable du sujet des transports en commun. Or, aujourd'hui, réussir, c'est prévu dans la loi l'homme, réussir cette possibilité d'appropriation des bandes d'arrêt d'urgence pour les transports en commun ou le covoiturage nécessite énormément de cohérence avec le reste du système. Et cette cohérence doit être organisée par l'autorité organisatrice globale. Et par ailleurs, il me manque encore aujourd'hui l'aval du ministre de l'Intérieur, qui est d'accord sur le principe, comme la ministre des Transports, l'aval du ministre de l'Intérieur pour faire la vidéo-verbalisation. Parce que nous avons maintenant des logiciels qui sont au point, qui repèrent combien il y a de personnes dans la voiture, mais il faut quelqu'un du ministère de l'Intérieur, enfin il faut un policier, je ne sais pas qui, un officier de police judiciaire, qui regarde les caméras de vidéo-verbalisation. Donc nous avons besoin, mais alors là pour le coup, c'est une urgence et ça pourrait être fait en 2019. C'est vraiment quelque chose de très structurant et de très novateur qui pourrait être fait. Simplement, les seuls blocages sont aujourd'hui administratifs. Donc moi je crois que l'autorité organisatrice de transport Île-de-France devrait être l'autorité organisatrice globale de toutes les mobilités. Pour une autre raison, c'est que vous avez vu qu'Autolib et Vélib ont planté et Autolib et Vélib étaient déjà distribués. Donc l'autopartage et le vélo en libre service, c'était des services qui étaient non seulement parisiens, mais aussi répandus dans plusieurs villes de banlieue, qui donc doivent payer les chèques d'Autolib et de Vélib, alors même qu'ils ne sont pas du tout décisionnaires dans le contrat, ils sont minoritaires, et selon le bon principe, petit minoritaire, voilà, grand minoritaire, grand couillon. Donc voilà, et nous avons aujourd'hui un vrai sujet, c'est-à-dire que les villes de banlieue qui ont adhéré à ces réseaux de transport, subissent aujourd'hui une stratégie parisienne sans avoir jamais été vraiment acteurs de cette stratégie. Or, le vélo, c'est une stratégie qui doit être à l'échelle de l'aire urbaine au minimum, et cette échelle de l'aire urbaine, elle n'est pas pertinente aujourd'hui dans les frontières ni de la métropole du Grand Paris, ni de Paris intramuros, puisqu'il n'y a pas de frontière pertinente entre le Plessis-Robinson, monsieur le sénateur, et Vélizy, ou entre Rueil-Malmaison et la Selle-Saint-Cloud. Il n'y a pas de frontière pertinente entre Antony et Massy. Ça n'est pas vrai. C'est une aire urbaine qui va bien au-delà des frontières de la métropole et dans lesquelles les habitants se déplacent. Et donc, on a absolument besoin d'avoir une vision globale. Il n'y a pas de terminus du RER A à Rueil-Malmaison. Il n'y a pas de terminus du RER B au Plessis-Robinson. Enfin, s'il y en a un d'ailleurs, mais il continue bien au-delà. Donc, tout ça pour dire qu'on a besoin d'une gouvernance globale, d'un service de mobilité qui doit être global et qui inclut transport en commun, route, stratégie vélo et covoiturage et navettes autonomes, projet pour lequel la région veut être moteur et nous allons investir 100 millions d'euros sur la construction d'autoroutes intelligentes pour pouvoir faire rouler des véhicules autonomes en vraie vie, en vraie grandeur, sur des autoroutes. Pourquoi on a choisi les autoroutes ? Eh bien, c'est parce que nos villes sont compliquées. C'est pas comme des villes américaines, elles sont pas en damier.
Et donc, c'est plus compliqué. Donc, on s'est dit que nos constructeurs pouvaient avoir un intérêt à ce qu'on soit, innovant pour avoir de la mobilité autonome sur autoroute. Voilà. Donc, moi, je suis favorable à une gouvernance régionale, vous l'avez compris, d'Île-de-France Mobilité. J'ajoute que ça se passe très très bien, puisque au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, je crois que 90% de nos délibérations sont adoptées à l'unanimité. Voilà, donc ça se passe très bien. Il y a les départements, et j'ai entendu des questions sur qui devait siéger au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Alors, il faut comprendre que, contrairement à ce qu'on entend dire, ceux qui siègent à Île-de-France Mobilité, ce sont les payeurs, les financeurs des transports. Ce ne sont pas les opérateurs. Donc, j'ai lu dans la presse qu'il faudrait faire siéger au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité les sociétés de covoiturage ou les sociétés d'autopartage ou les sociétés de bus. Enfin, ce serait un conflit d'intérêts. Ils n'ont pas le droit d'y siéger. On prend des décisions de marché et d'appel d'offres qui les concernent. Donc le Conseil d'Île-de-France Mobilité, c'est le conseil des financeurs des transports. Et donc il y a les départements, il y a les intercommunalités, il y a la région, et puis il y a les usagers qui, bizarrement, n'ont pas voix délibérative. Ça me paraît stupide. Et puis il y a les financeurs entreprises, c'est-à-dire la chambre de commerce, qui n'a qu'une seule voix. Si on voulait rééquilibrer le Conseil d'Île-de-France Mobilité dans le sens d'une plus grande justice, il me semble qu'il faudrait partir du mode de financement des transports en Île-de-France et dire que les usagers payent 38%, les entreprises payent à peu près 40% et que le reste est payé par les collectivités, ou 50% les entreprises ? 40% sur le versement transport. 40% sur le versement transport. On a des recettes sur la TICPE, on a des recettes de collectivités locales. Et on a le produit des amendes liées à la fraude. Donc voilà, on devrait, me semble-t-il, si on voulait un petit peu rééquilibrer le conseil d'administration, donner une voix délibérative aux voyageurs, aux usagers, qui n'en ont pas et qui devraient en avoir une ou deux. Et on devrait donner peut-être une voie supplémentaire aux entreprises qui n'en ont qu'une, alors que c'est le versement transport qui est la source principale de financement des transports en Île-de-France. En revanche, je vous mets en garde quand même sur la stabilité nécessaire de ce conseil d'administration, parce qu'il y a des décisions qui, elles, sont parfois très difficiles à prendre. Par exemple, CDG Express, c'est une décision difficile à prendre sur laquelle nous nous sommes engagés politiquement pour CDG Express avec une très très forte opposition au sein du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Et la région a certes 51% des voix, donc la possibilité d'avoir une majorité, mais il faut savoir que la tradition veut que lorsque la région a des représentants dans Île-de-France Mobilité, elle laisse un tiers des places à son opposition. C'est-à-dire qu'on va vous dire la région a 50% des voix. Oui, enfin la région a 2 tiers de 51% des voix pour la majorité régionale et 1 tiers des 51% pour l'opposition régionale. Donc ça veut dire, alors que les départements, eux, ont un seul siège. Donc c'est la majorité départementale qui siège. Voilà. Donc il faut se dire que... et la ville de Paris a 3 sièges, donc elle a 2 sièges pour la majorité, non 4 sièges, donc elle a 3 sièges pour la majorité et 1 siège pour l'opposition. Alors j'ai entendu aussi, Monsieur le Président, que la ville de Paris réclamait davantage de sièges. Moi, je suggérerais que ces administrateurs soient davantage présents. Parce que quand on a des taux d'absentéisme d'à peu près 70%, on ne demande pas un siège supplémentaire. On essaie déjà de venir pour pouvoir peser sur les décisions qui sont prises au conseil d'administration. Voilà. Et pour que les choses soient bien claires, sur le financement collectivité d'Île-de-France Mobilité, enfin des transports, donc il y a 10 milliards d'euros à peu près de financement. Il y a 1 milliard qui est financé par les collectivités. La région en paye donc 500 millions. La ville de Paris, un peu plus de 500 millions. La ville de Paris en paye 300. Ça veut dire que la ville de Paris paye 3%, c'est ça ? 3% du financement global total des transports et qu'elle a 20% des droits de vote au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Je pense qu'elle est très correctement
représentés. Et là encore, j'entends dire qu'il n'y aurait pas un suffisant retour sur Paris d'Île-de-France Mobilité. Alors là aussi, 10 milliards d'euros de financement transport en Île-de-France, 3 milliards chaque année pour Paris, c'est-à-dire 30% du financement va sur le tronçon central. C'est assez logique quand même, mais enfin 30% pour 18% de la population, en théorie. Ça n'est pas exact, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Paris, mais et toujours avec. Donc voilà, donc il faut, quand on paye 3% et qu'on récupère 30% des crédits, je pense qu'on a là encore à peu près de quoi être satisfait. Voilà. Sur l'ouverture des données, alors c'est très important, là aussi, je pense que c'est important que les données appartiennent désormais à l'autorité organisatrice. Et c'est une question cruciale, parce qu'on voit bien que nos monopoles publics, surtout avant l'ouverture à la concurrence, ont très très envie de se faire leur propre base de données. Voilà. Et donc de capter la donnée. On voit aussi, et c'est aussi encore plus préoccupant si je puis dire, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'État, que les GAFA et d'autres moteurs de recherche veulent aussi capter cette donnée. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qui va être détenteur de la donnée voyageur en Île-de-France. Moi, je crois que ça doit remonter à l'autorité organisatrice. Si on ne veut pas que l'ouverture à la concurrence soit faussée par des monopoles qui auront la donnée, et donc qui auront un temps d'avance, mais aussi que, j'allais dire, la valeur ajoutée créée par la donnée transport, qui est colossale dans l'avenir. Il y aura l'information transport, l'utilisation de ces données peut créer une valeur colossale. Par exemple, pour vous donner des exemples, aujourd'hui, on a plein de start-up qu'on est en train de développer qui gèrent les places de parking, gèrent les locations, gèrent l'échange de voitures. Enfin, il va y avoir, avec le digital, énormément de valeur créée dans tous ces services aux voyageurs et aux habitants. Donc il faut que la donnée remonte à l'AOT. Je pense que c'est vraiment important. Voilà, alors en clair, et puis l'ouverture à la concurrence. Alors vous savez que je me suis beaucoup battue au moment de la grève SNCF pour que l'ouverture à la concurrence en Île-de-France ne soit pas intégralement repoussée à 2033. Nous attendons vraiment une ouverture à la concurrence avec des tickets détachables, des coupons détachables. Nous voulons pouvoir ouvrir à la concurrence des lignes de train. Et franchement, ça le mérite aujourd'hui et ça permet de mettre un peu sous tension quand même SNCF Mobilité, de vraiment mettre SNCF Mobilité dans une dynamique de service aux clients et de maintenir une forme de pression sur elle. Si nous n'avions pas cette pression psychologique de l'arrivée de la concurrence sur le réseau ferré, évidemment, on aurait beaucoup moins d'attention pour les voyageurs. Et il n'y a pas de sénateur de Seine-et-Marne dans la salle, mais la situation seine-et-marnaise est absolument dramatique. Et moi, je me bats avec l'État. J'ai dû ajouter avec l'ancien sénateur, maire de Troyes. François Baroin, et le président de Grand Est, nous avons été obligés encore de faire une avance de 40 millions d'euros à l'État qui ne pouvait pas payer pour que l'électrification du Paris-Provins 3 soit à l'heure du CPER. Or, c'est une ligne qui est non électrifiée en Île-de-France, qui est dans un état dramatique, etc. etc. Donc vraiment, je crois que c'est très important, tout ça est très important, l'ouverture à la concurrence et l'ouverture des données. Le projet de loi consacre donc la compétence des autorités organisatrices des mobilités, c'est nous pour verser des aides au covoiturage. Vous l'avez évoqué, la région Île-de-France a été pionnière sur le sujet en créant une prime au covoiturage courte distance en 2017, en partenariat avec plusieurs opérateurs. Est-ce que le bilan, mais vous l'avez abordé, de cette expérimentation est positif? En lien avec cette question sur le covoiturage, le projet de loi crée un forfait mobilité durable facultatif à ce stade pour aider les salariés qui se rendent au travail en vélo ou en covoiturage. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous favorable à une obligation sur ce forfait, sachant qu'on travaille également sur le cumul dans le cadre de la LOM. Vous avez en partie répondu également sur la question des nouveaux engins de mobilité, ce qu'on appelle en termes anglais le free floating, ou les flux libres, ou équipement de déplacement personnel, trottinettes, scooters, etc. Vous avez répondu que vous souhaitiez que ces compétences soient intégrées par les autorités.
Deux outils existent, l'un a disparu de la LOM, l'autre existe toujours. Je veux parler des zones à faible émission et du péage urbain. À ce sujet, comment appréhendez-vous la mise en place au 1er janvier 2019 d'une zone faible émission sur l'autoroute A86 et quelle est votre position sur la notion de péage urbain qui a disparu? On peut l'appeler autrement d'ailleurs, hein, si c'est gênant. Quel bilan faites-vous également du dispositif des plans de mobilité employeurs sur le territoire francilien? L'ensemble des établissements concernés ont-ils élaboré un tel plan? Contribue-t-il efficacement à la gestion des besoins de mobilité? C'est son objectif. Jugez-vous nécessaire de modifier ce dispositif en termes de contenu, périmètre des établissements concernés et sanctions éventuelles en cas d'absence de plan? Vous avez répondu en partie également à la question suivante. Le GPSR, donc sécurité RATP, dans la loi, il est prévu que dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, la compétence du GPSR sera intégrée et aura lieu dans les entreprises immobilières RER, Grand Paris Express et véhicules de transport afférents ainsi que les lignes de tramway et d'autobus. Il prévoit également que la même mission de prévention peut être effectuée au profit d'Île-de-France Mobilité à sa demande sur les réseaux de surface, tramway et bus. L'ensemble de ces prestations devront faire l'objet d'une convention RATP région. Qu'en pensez-vous? Plus généralement, comment concevez-vous la problématique de la sûreté, qui est un élément important dans les transports en Île-de-France? Les prérogatives reconnues aux agents du GPSR vous semblent-elles adaptées aux enjeux de sûreté auxquels la région est confrontée? Je ne reviens pas sur les compétences qui sont importantes en termes de port d'armes, de formation, etc. Pour ces agents. Et enfin, article 39, quel regard portez-vous sur les conditions sociales de l'ouverture à la concurrence des réseaux bus RATP, tels que prévu dans la LOM? La définition d'un cadre social territorialisé, dont le périmètre est fixé par arrêté, en matière de temps de travail, vous semble-t-elle compatible avec les objectifs de la région en matière de performance et de compétitivité des transports d'une part, et avec la continuité, l'impératif de continuité du service d'autre part? Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Est-ce que vous répondez peut-être rapidement à ces questions avant que je ne donne la parole aux autres sénateurs qui sont nombreux, encore une fois, à l'avoir demandé, parce que j'ai une douzaine de demandes de prise de parole. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Aide au covoiturage, donc covoiturage gratuit pendant toutes les grèves SNCF et covoiturage subventionné à hauteur de 2 € par trajet sur le reste de la période. Bilan, doublement des covoitureurs, mais nombre qui reste encore très faible. On est à combien? 50 000 par mois. 50 000 par mois, donc 50 000 par mois sur 15 millions de trajets autoroutiers. En Ile-de-France, ça reste très faible, mais ça a doublé. Donc il y a eu un impact. Moi vraiment, pour avoir moi-même expérimenté le système pendant les grèves SNCF, donc à un moment où il y avait vraiment des gens qui cherchaient des voitures, ça reste quand même très lourd et très contraignant, d'autant plus qu'il faut être sur son smartphone et on est perpétuellement dérangé quand on est sur une application de covoiturage, parce qu'on est dérangé par tous les gens qui vous demandent de les prendre en stop. Donc c'est comme si vous aviez enfin voilà, en permanence des gens qui vous appellent chez vous. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de comment dire, de rémunération du conducteur, voilà, et d'incitation aussi de la personne qui va monter dans la voiture à lâcher la sienne, puisque ceux qui vont être covoiturés sont des gens qui normalement ont une voiture. Donc pour l'instant, les incitations ne sont pas suffisamment intéressantes pour inciter au développement du covoiturage en Ile-de-France. Voilà. Donc il faut leur donner plus d'incitations. Alors ces incitations peuvent être financières. Moi je suis pour le cumul du forfait vélo et du forfait covoiturage des employeurs avec le remboursement à 50% du pass Navigo. Parce que il faut qu'il y ait une intermodalité possible. Si vous voulez, les gens qui vont covoiturer, ils vont sur une partie du parcours. Mais à un moment, il faut qu'on puisse les lâcher à une bouche de métro, qu'ils puissent prendre le métro. Donc en fait, il faut, à mon sens, aller vers un système où le pass Navigo sera un sésame général
pour avoir accès à des transports en commun, à du covoiturage, à des parkings relais, à des parkings vélos, à un système Véligo, à un système d'autopartage. C'est ce qu'on est en train de faire petit à petit en Ile-de-France. On a mis les parkings relais gratuits, on est en train de mettre Véligo, Véligo avec un abonnement mais très faible. Enfin, on est en train de mettre tous les services de mobilité en plus sur le Pass Navigo, qui à mon avis à terme doit devenir un passeport transport. Mais du coup, c'est pour ça aussi que ça justifie le fait que l'autorité organisatrice s'occupe de la billettique, s'occupe des données et s'occupe de l'ensemble des mobilités. Sur le free floating, oui, donc nous on est plutôt favorable à un label région. Alors ça ne veut pas dire que les autorisations de voirie seront réglées par un label Île-de-France Mobilité, pardon. Ça ne veut pas dire que qu'on privera les autorités municipales de leur pouvoir de gérer leur voirie. Évidemment, les autorités municipales diront où elles veulent et si elles veulent du free floating chez elles. Elles seront totalement libres. Mais en revanche, le fait de labelliser le free floating que sur une petite partie de la région, là encore, c'est un peu absurde. D'ailleurs, on retrouve parfois, on retrouvait des trottinettes cassées ou des city scooters cassés dans des villes qui n'étaient pas dans la zone du free floating. Enfin bon, bref, après, on a plein de problèmes sur une métropole aussi dense que l'Île-de-France à pas avoir une logique de réflexion régionale. Sur la ZFE et le péage urbain. Alors, sur le péage urbain, moi je suis contre un péage urbain aux entrées de Paris, parce que ce serait encore une nouvelle discrimination et une nouvelle fracture dans une Île-de-France qui n'en a pas besoin, sachant que évidemment Paris pour les Franciliens, c'est les privilégiés qui ont déjà tous les transports, qui ont déjà le métro, etc. Et donc ce serait ressenti de manière extrêmement douloureuse politiquement. Je crois que tout le monde l'a compris, y compris les autorités municipales parisiennes. En revanche, moi j'ai toujours été favorable, je le reste, à l'idée d'une écotaxe poids lourd pour les poids lourds en transit, aux frontières de l'Île-de-France. Alors celle-là est peut-être un peu plus difficile à faire avaler aux sociétés de transport routier. Mais il faut savoir qu'on a un système autoroutier qui est quand même en étoile et dans lesquels beaucoup de routes mènent à l'Île-de-France. Et ces poids lourds, le problème, c'est qu'ils ont des externalités négatives sur notre système routier, en termes de bouchons, en termes comment dire, ils abîment nos routes et ils polluent et en plus ils font du bruit. Donc ce ne serait pas illogique qu'il y ait une forme de redevance pour service rendu de tous ceux qui utilisent ce réseau routier pour que cette redevance puisse être reversée dans la modernisation des routes. Et ça me paraît pas aberrant. Donc pour moi, il faudrait plus le voir. Je ne sais pas s'il faut parler d'une écotaxe poids lourd ou s'il faut tout simplement parler d'une redevance pour utilisation du réseau francilien de transport, sachant qu'un réseau de transport en zone très dense, c'est quelque chose qui s'use plus vite, c'est quelque chose qui génère plus d'externalités négatives parce qu'il y a beaucoup de population autour, que ce soit en termes de pollution, de bruit ou d'embouteillage. Donc moi, je serais favorable à cette redevance pour utilisation du réseau francilien par ceux qui nous traversent sans créer de richesse du tout dans l'Île-de-France et sans s'arrêter. Sur la zone franche, la ZFE, la zone de faible émission qui doit normalement être votée le 1er juillet 2019. Le problème, nous allons rendre un avis sur cette ZFE la semaine prochaine en conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Ma proposition sera de dire que sur le principe, on n'est pas défavorable à cette zone à faible émission et à la réduction des véhicules polluants dans la zone très dense de la 86, mais que nous nous inquiétons du fait que les communes qui ont prévu de mettre en place cette ZFE, notamment les communes métropolitaines donc d'Île-de-France, n'ont absolument prévu aucune aide pour tous les salariés de la ZFE. Ils ont prévu des aides pour les habitants de la ZFE pour qu'ils changent leur véhicule, mais ils n'ont pas prévu d'aide pour les salariés. Or, les salariés aussi ont besoin d'aide pour pouvoir changer leur véhicule. Et il y a un vrai risque de ségrégation sociale liée à cette ZFE qui va toucher, on le sait, les plus modestes des franciliens, ceux qui ont des voitures critère 5 et critère 4, ce sont les plus modestes. Ils habitent en Seine-et-Marne ou en Seine-Saint-Denis pour la plupart, ou en Vallée de Seine yvelinoise ou valdoisienne. Et on a vraiment la géolocalisation, et donc il y aurait besoin d'une mesure
me semble-t-il, social d'accompagnement de cette mesure qui, sinon, sera vécue très brutalement par une seule catégorie de la population. Voilà. Donc ça, c'est le sujet. C'est l'avis que nous allons rendre. Sur le plan mobilité employeur, alors, nous nous engageons dans une dynamique avec les employeurs qu'on appelle le lissage des heures de pointe. Le lissage des heures de pointe, c'est une politique qui est menée de manière très systématique par tous les pays nordiques et qui marche bien, qui consiste à essayer de faire en sorte que les entreprises élargissent leurs horaires d'arrivée au bureau de 7h à 10h du matin et élargissent la plage de départ du bureau de 15h à 18h. Plus génère du télétravail. La région est exemplaire dans ce point de vue puisque nous avons désormais plus de 50% des agents du siège qui sont en télétravail moitié 2 jours par semaine. On leur rend 2 heures de transport par jour et je pense qu'il faut qu'on développe le télétravail. Là encore, c'est lié aux spécificités de l'emploi en Ile-de-France, 40% d'emplois de cadres, plus beaucoup d'emplois administratifs, des emplois qui peuvent tout à fait être télétravaillés, surtout avec le déploiement de la fibre qui normalement devrait être terminée en Ile-de-France en 2020, sauf en Seine-et-Marne 2023. Donc ça veut dire qu'on a vraiment la possibilité de développer le télétravail. Moi, j'aimerais bien qu'on demande aux employeurs, notamment franciliens, leur plan de développement du télétravail. Nous avons dans les services un développement qui se fait de manière très forte en ce moment, notamment avec des flex desk, avec des lieux de coworking. La région déploie 1000 lieux de coworking en petite et grande couronne. Donc voilà, ça veut dire pas travailler forcément chez soi, mais travailler près de chez soi et ne pas prendre les transports. On a mis aussi 150 lieux de coworking dans les gares pour pas forcément prendre le train du matin, le premier, ou celui de l'heure de pointe, mais celui d'après. Donc on doit lisser les heures de pointe. Donc on aimerait bien avoir des plans télétravail. Il y a une grosse résistance dans l'industrie, et qui est vraiment liée à une question de mentalité. Et nous avons un deuxième sujet, c'est l'administration. Et pardon de le dire, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai vu encore cette semaine un reportage sur BFM sur les réticences administratives sur le télétravail qui était juste aberrante, avec des gens qui disaient on ne peut pas manager en télétravail. Alors, d'ailleurs, je vous donne une réponse si jamais on vous dit que votre assistante doit être forcément dans la pièce à côté et ne peut pas télétravailler. Demandez aux patrons qui vous disent ça si ils se déplacent toujours dans le bureau de leur assistante pour lui demander d'appeler quelqu'un. Ou s'ils n'appuient pas sur un bouton. S'ils appuient sur un bouton, ils peuvent le faire au téléphone aussi. Donc, en réalité, c'est psychologique. C'est des barrières psychologiques. Sur le lissage des heures de pointe, moi, j'ai un sujet dont j'ai discuté avec Jean-Michel Blanquer. C'est les horaires des lycées. Les lycéens vont en classe tout seuls, ils ont 15 ans. Mais, vous le savez, l'adolescence est un moment où hormonalement, les enfants ont besoin de dormir plus. Donc, le fait que les lycées démarrent à 8 heures en Ile-de-France est une aberration en termes de transport, c'est aussi une aberration en termes pédagogiques. Donc, la vérité, c'est que dans toutes les études qui ont été faites dans les pays qui ont des bons résultats scolaires montrent qu'en les faisant démarrer à 9 heures, on gagne en attention, on gagne en résultats scolaires, etc. Donc, moi, je reste persuadée que si on pouvait déplacer les 500 000 lycéens d'Île-de-France plus leurs enseignants, non pas en les mettant à 7h30 dans les transports, puisqu'en général, ils ont des petits transports à faire, enfin quand même, c'est des durées entre un quart d'heure et une demi-heure. Pour les lycées professionnels, ça peut être encore davantage. Ça peut être jusqu'à 1 heure. Mais donc, si on les mettait dans les transports en décalé, c'est-à-dire à 9 heures et non pas à 8 heures en pleine heure de pointe, on lisserait en partie les heures de pointe. Et je vous suggère d'engager le ministre dans cette voie. Alors, il paraît qu'il y a la réforme du lycée, qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Bon, moi, je pense que ce serait justement, puisqu'il y a la réforme du lycée, on pourrait peut-être leur dire, faites les grilles horaires à partir de 9 heures. Bon, voilà. Et par ailleurs, sur les administrations centrales, c'est hallucinant d'imaginer que les administrations centrales puissent pas pratiquer des horaires flexibles. Et là encore, sur les industries, ils nous disent qu'ils travaillent très tôt. Bah, dites-leur qu'ils peuvent faire des journées à 7 heures. Tout le monde n'est pas obligé d'arriver à 7 heures tous les jours. Mais une mère de famille peut arriver à 7 heures le lundi, à 10 heures le mardi. C'est possible, voilà. Donc on a vraiment besoin d'avoir des plans de lissage des heures de pointe dans les entreprises. Et si on déplace 10% des gens qui sont dans des voitures,
si on les déplace des heures de pointe, on n'a plus d'embouteillage aujourd'hui. Donc, c'est un vrai sujet. Et on n'a plus de congestion non plus dans les transports. Donc, c'est des vrais gros sujets, les modes de vie, les modes de travail. Sur le GPSR, alors moi je ne suis pas favorable à ce que le GPSR soit compétent dans les sociétés qui exploiteront les lignes soumises à la concurrence de la RATP. C'est le meilleur moyen pour faire en sorte qu'il y ait une sécurité à 2 vitesses dans les transports en commun. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'un concurrent de la RATP verra la sécurité de ses voyageurs dépendre de forces de sécurité de la RATP. Ça me laisse très perplexe, et ça me laisse encore plus perplexe quand il s'agit de lignes de RER. Alors on n'en est pas encore là, hein. Les lignes de RER c'est en 2033, mais bon, ça me paraît pas logique. Surtout que nous avons déjà plusieurs forces dans la police des transports. On a le GPSR, on a la SUGE, on a la police des transports. Je veux dire, c'est pas comme si il y avait s'il y avait qu'une seule force unique. On pourrait se dire, bon, bah, s'il n'y en a qu'une, gardons-la, elle est unique. Mais il y en a déjà 3, 4. Il y a des sociétés privées qui font les bus. Là, je viens de signer un partenariat avec la direction générale de la gendarmerie pour mettre 1000 patrouilles de gendarmes réservistes de plus sur les trains de grande couronne et les bus de grande couronne. Donc il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a de la SUGE, il y a du GPSR. Je ne vois pas pourquoi le GPSR devrait bénéficier d'une clause d'un droit de suite sur les lignes qui auraient été perdues par la RATP, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, en revanche, vous me demandez si Île-de-France Mobilité, si des forces de sécurité pourraient être mises à la disposition d'Île-de-France Mobilité pour des missions de sécurité. Là, je dis oui, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, pas que le GPSR, aussi la SUGE et aussi les sociétés de sécurité privée. Voilà, donc parce que les trois. Aujourd'hui, je fais beaucoup appel à des sociétés de sécurité privée, notamment dans les bus. On a recruté près de 200 personnes supplémentaires, Île-de-France Mobilité, pour les mettre sur les réseaux de bus en grande couronne. Voilà. Alors, les prérogatives du GPSR, est-ce qu'elles pourraient être accrues dans le cadre de la loi Savary? Alors là, je vais vous parler de tête. De mémoire, il y avait effectivement des corrections à apporter à la loi Savary. Alors, nous, on a un sujet, parce que j'ai des lignes de grande couronne dans lesquelles il y a à nouveau des wagons fumeurs. Ce qui est juste insupportable. Oui, et le problème, c'est que uniquement pour des cigarettes, c'est compliqué de mobiliser des milliers d'agents de sécurité pour uniquement aller empêcher les gens de fumer. Et comme ils ont 1 heure de transport, ils sont très énervés, les fumeurs. Enfin, ceux qui ne sont pas fumeurs sont très énervés, ceux qui sont fumeurs sont aussi très énervés. Ce sont des gens assez costauds, ils sont nombreux, et donc ça provoque vraiment des grosses incivilités dans les trains. Et on n'arrive pas à l'éradiquer. La SNCF a fait beaucoup d'efforts, mais on n'arrive pas à l'éradiquer. Et en plus, ça se double d'un réseau qui est en très mauvais état. Donc en plus, comme les voyageurs sont de mauvaise humeur, c'est compliqué de leur expliquer qu'il faut en plus pas qu'ils fument. Donc ça provoque cette histoire des wagons fumeurs est un marronnier, mais c'est quelque chose, c'est une épine dans notre pied. On n'arrive pas à le faire. Et ils ont même fait une tontine pour pouvoir payer les amendes quand ils se font prendre. Donc ils mutualisent le paiement des amendes quand ils se font prendre. Et puis ils ne les payent pas. Donc là, si jamais vous aviez la possibilité de faire du prélèvement automatique sur salaire pour le recueil des amendes RATP, SNCF, enfin en tout cas, je ne sais pas, mais on a eu l'autorisation du procureur de le faire avec la trésorerie de Meaux. Vu l'ampleur, le nombre des impayés, des amendes impayées qui avaient été dressées. Enfin, en tout cas, il y a un sujet recouvrement des amendes de transport qui va évidemment avec le fait que nous avons beaucoup augmenté la lutte contre la fraude. Et il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, j'ai une petite satisfaction, c'est qu'au bout de 3 ans, les produits de la lutte contre la fraude dans les transports que j'ai mis en place avec la SNCF et la RATP vont me payer le pass senior. Donc le tarif, 50% de réduction pour les seniors à la fin de l'année. Donc c'est pour vous dire que quand même la fraude c'est un énorme montant en Ile-de-France et on n'en est qu'au début de ce qu'on peut demander. Qu'est-ce qu'on avait comme haute demande sur la loi Savary ? Ah oui, alors on a un sujet, on a 2 sujets, pardon, sur les sans domicile fixe du métro.
Nous voulons faire avec la RATP un plan humanitaire pour organiser leur recueil social et leur accueil dans des structures dédiées. Parce que sur les SDF du métro, on a toute une série de catégories, on est en train de faire une étude. On a les primos arrivant dans le métro qu'il faut réinsérer très vite et qu'il ne faut pas laisser s'ancrer dans le métro. On a les très grands exclus avec des pathologies psychiatriques ou de toxicomanie qui n'ont pas leur place dans le métro et qui devraient être dans des structures spécialisées. Bref, on a toute une série de cas à traiter, mais on ne peut pas rester sans rien faire. On a 350 personnes qui dorment dans le métro. Bon, en termes sanitaires, ça n'est pas bien. En termes social, ça n'est pas bien. En termes humanitaires, ça n'est pas bien. En termes de sécurité, ça n'est pas bien. En termes d'hygiène, ça n'est pas bien. Bon, donc on veut réagir. Mais nous sommes bloqués parce que les agents de la RATP ont peur, compte tenu du flou de la loi, s'ils remettent un SDF à une structure sociale spécialisée, ils ont peur de la responsabilité pénale qui pourrait être la leur s'il arrive quoi que ce soit à la santé de la personne qu'ils remettent à la structure. Or, comme on parle de personnes qui sont vraiment très cassées, très abîmées, il faudrait qu'on puisse leur donner quitus pénal du fait qu'ils ont remis à une société agréée, au secours populaire, au secours catholique, à un hôpital, à une structure, à un SAMU social, qu'ils ont remis la personne et que leur responsabilité pénale ne sera pas engagée s'ils la sortent du réseau du métro. Pour l'instant, ils sont complètement bloqués sur ça. Et donc, du coup, si la personne n'est pas en état de faire un choix éclairé et ne veut pas bouger, aujourd'hui, ils ne se sentent pas en capacité de l'amener à la sortie du métro. Or, on est vraiment la seule capitale dans ce cas-là. Hein. On est la seule capitale dans laquelle il n'y a pas une prise en charge des SDF qui sont aujourd'hui dans les réseaux de transport. Et je pense objectivement que c'est du déni d'assistance à personne en danger, mais qui vient justement du principe de précaution qui est qu'en l'aidant, ça peut peut-être avoir des conséquences sur sa santé. Donc ça, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah oui, pardon, j'ai un autre sujet, les étrangers en situation irrégulière, à laquelle le gouvernement tient absolument à ce que je donne un tarif réduit de 50%. Alors, je vous explique d'où vient ma colère. C'est qu'en réalité, le tarif qu'on me demande de faire, c'est un tarif à 50% sur le pass Navigo annuel. Donc le pass Navigo annuel, donc pas pour les demandeurs d'asile, pas pour les étrangers en situation régulière, mais pour les étrangers en situation irrégulière, à l'AME. Ces étrangers donc bénéficiaient quand je suis arrivée, et l'État me demande de le rétablir, le juge me demande de le rétablir, je l'avais supprimé, ils bénéficiaient d'un pass Navigo à 50% de réduction annuelle. Donc au lieu de 800 €, 400 €. Mais un pass Navigo annuel, c'est pas fait pour aller régulariser ses papiers ou à l'aide sociale. C'est fait pour aller travailler. Et donc, en réalité, on demande à l'autorité organisatrice de transport de subventionner le travail clandestin avec ce pass Navigo à demi-tarif. Et là où ça devient aberrant, c'est que pour bénéficier du demi-tarif, un étranger en situation régulière ou un Français, lui, il doit donner sa déclaration d'impôt sur le revenu pour dire « j'ai pas de revenus ». Et donc, je suis sous condition de ressources, et donc, vous devez me donner des réductions. Lui, l'étranger en situation irrégulière, il est considéré comme n'ayant pas de revenus, puisqu'il est en situation irrégulière, et donc, il fait juste une déclaration sur l'honneur. Mais en fait, il va travailler, puisqu'il a un pass annuel pour aller travailler. Voilà. Donc, pardon, mais on est dans une aberration du système. Donc moi, je propose qu'un étranger en situation irrégulière, il soit pris en charge par l'aide sociale, qu'il puisse avoir des tickets gratuits, ce qui est le cas d'ailleurs par le centre d'action sociale de sa commune, ce qui est de l'aide humanitaire, pour qu'il puisse se déplacer, pour qu'il puisse aller faire les... Mais je ne vois pas pourquoi et quelle est la justification d'un pass Navigo annuel à 50% de réduction, renouvelable indéfiniment, bien évidemment. Donc c'est du subventionnement au travail clandestin légalisé. Voilà. Donc là, je suis... Et j'ajoute que ça coûte, la bagatelle
de 40 millions d'euros par an. Ça coûtait 40 millions d'euros par an à Île-de-France Mobilité quand je suis arrivée, parce qu'il y avait 115 000 personnes qui les demandaient, 115 000. Et aujourd'hui, pardon de vous dire, la situation ne s'est pas améliorée de ce point de vue. Donc je pense que ce serait plus encore. Voilà. Donc c'est un vrai sujet et je ne m'en sors pas. Et 40 millions d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1,50 € de passe Navigo. Donc c'est pas un petit sujet pour ceux qui payent les transports. Voilà. Bien, Madame la Présidente, je vais donner la parole à mes collègues. J'ai 12 demandes de prise de parole, donc je vais vous demander d'être très sur le baluchon social de la RATP, pardon, accord, mais si la loi pouvait fixer le nombre d'heures de travail et pas le décret, on préférerait. Je remercie M. Marchand qui m'a fait signe qu'il renonçait à sa question car il avait déjà eu, pas tout à fait, bon, on verra, puisqu'il avait déjà eu une réponse puisque il voulait vous interroger sur le lissage des horaires. Je vais donner la parole à M. Léonard donc pour une intervention très brève et grand maximum de 2 minutes. Alors Madame la Ministre, je suis pas du tout, au départ en tout cas, dans les mêmes sphères politiques que Valérie Pécresse. On n'était pas, je n'ai pas soutenu sa candidature aux élections régionales. Eh bien, sans aller jusque-là, Madame la Présidente. M. Léonard soit bref, il vaut mieux sans pas aller jusque-là, Madame la Présidente. C'est déjà pas facile. Je voulais simplement vous dire que je partage à peu près 99% de ce que vous avez dit. 90, et c'est enregistré au procès verbal, il n'y a pas de souci, sur la question des transports et en particulier sur la question, la manière dont vous abordez la manière finalement de traiter la Grande Couronne et en particulier la manière dont vous vous occupez de tous les franciliens et pas simplement de ceux qui sont dans la zone dense, voire hyper dense. Alors, j'avais plein de choses à vous demander, j'ai que 2 minutes, donc ça va aller très vite. La Société du Grand Paris, Madame la Présidente, est capable de consacrer 40 milliards, parce que les 35 milliards d'aujourd'hui, on sait très bien qu'ils vont très très vite devenir les 40, puisqu'ils étaient, il n'y a pas si longtemps, 25. Donc, elle est capable de consacrer 40 milliards d'euros pour la réalisation de Grand Paris Express. Il y a à peu près 5,5 millions de franciliens qui sont en Grande Couronne et 4 millions, oui, pardon, qui sont pas sur les gares du Grand Paris Express et qui sont toujours à 1h30 de Paris, aller, 1h30 de Paris, retour. Je vous demande une seule chose. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, les maires, les présidents d'agglo, la présidente de la région, pour exiger que sur les 40 milliards dont nous parlons, eh bien, il y en ait 2, 3 qui soient affectés aux 4 départements de la Grande Couronne, pour qu'ils puissent non pas développer des transports, forcément des trams ou des métros, mais qu'ils puissent tout simplement avoir les transports du quotidien, c'est-à-dire les bus à haute capacité, peut-être parfois... Léonard. Je sais, je suis toujours trop long, mais ça me passionne et c'est surtout très important. En tout cas, je compte sur vous pour que nous puissions ensemble obtenir de l'État que sur ces 40 milliards, eh bien, la Grande Couronne se sente concernée par rapport à la situation actuelle. Merci, Monsieur Corbizet. Monsieur Corbizet. Il est parti ? Parfait. Madame Perrault, qui va peut-être nous parler de Troyes, qu'elle connaît bien. Oui, justement, je remercie Madame Pécresse de dire haut et fort que la ligne 4 ne vaut rien. Sachez que je suis aux côtés de François Baroin pour que les choses avancent. Voilà, je voulais vous parler d'un projet qui, au dire de Madame la ministre Borne, est entre vos mains maintenant. C'est-à-dire que moi, dans ma région, comme dans la vôtre, nous avons des problèmes de mobilité
pendant une période de l'année, c'est-à-dire avec le changement climatique, avec les grandes pluies de printemps, nous avons des inondations. Sachez que dans mon département, nous avons fait des retenues d'eau qui représentent 5000 hectares et qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que le projet de retenue de la Bassée serait efficace pour vous comme pour nous. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Houlgat. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, donc, comment préparez-vous donc l'ouverture à la concurrence donc, des lignes, des 350 lignes de bus RATP? Est-ce que en termes d'allotissement, ça sera un lot par ligne? Est-ce que vous allez vous concentrer sur les centres de remisage et de maintenance? Ou est-ce que vous allez, je dirais d'une certaine façon, tenir compte du redécoupage ou de la nouvelle architecture du réseau qui est en phase d'être redessiné en ce moment? Merci beaucoup. Monsieur Longeau. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Ma question va être courte puisque j'avais 3 questions, mais vous avez répondu déjà aux 2 autres. La Cour des comptes préconise une réforme de la métropole et du Grand Paris, notamment en termes de transfert de l'ensemble des opérations d'aménagement urbain. Quelle répartition des compétences en matière de transport serait, pour vous, la plus pertinente entre le Grand Paris et la région Île-de-France? Et ne craignez-vous pas un chevauchement des compétences? Merci, Monsieur Longeau. Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, moi je voudrais aborder le thème des mobilités sous l'angle de la pollution. Dans le groupe de travail que j'ai mené concernant les feuilles de route élaborées par les préfets suite à l'évaluation que l'on devait soumettre à la Commission européenne, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs. Et évidemment, un des constats, c'est que la situation en Île-de-France est particulièrement complexe, eu égard au nombre d'acteurs, de collectivités concernées, et donc la difficulté qui se pose de mettre en place des solutions pour les mobilités afin de limiter cette pollution. J'en ai un exemple, c'est le besoin de coordination qui concerne les aides à l'acquisition de véhicules propres. La région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et la ville de Paris proposent toutes des aides à l'acquisition de véhicules propres pour les particuliers et pour les professionnels. Est-ce qu'une réflexion est menée pour la mise en place d'un guichet unique financé par ces différentes collectivités? La deuxième chose, je voudrais revenir donc sur la ZFE ou la ZCR qui a été envisagée, je dis bien au 1er janvier 2019, ce qui m'avait été dit par les personnes que j'ai auditionnées dans le cadre de l'élaboration de cette feuille de route et dont j'ai compris qu'elle était reportée au 1er juillet 2019. Pensez-vous que cela verra le jour? Donc j'avais 2 questions. Comment est traitée la question de la pollution de l'air due aux mobilités par Île-de-France Mobilité? Et deuxième question, avez-vous évalué les impacts des propositions que vous faites fort intéressants sur le mix des mobilités sur la pollution de l'air, évidemment celle qui est due au déplacement? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur de Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, j'ai plusieurs questions, notamment sur le surtourisme, et puis est-ce que l'organisation hôtelière dans la couronne, la grande couronne parisienne peut avoir lieu, mais c'est pas là-dessus. Je voudrais vous interroger, c'est plutôt sur le Sarthe Express et non pas le Paris Charles de Gaulle Express. Nous avons les liaisons TGV Bretagne et Pays de la Loire, dans le cadre de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, vont être améliorées, entre guillemets, les liaisons, mais se pose un vrai problème avec Orly. Il n'y a pas de possibilité pour rejoindre, il y a des possibilités pour rejoindre Charles de Gaulle, il n'y a aucune possibilité aujourd'hui pour rejoindre Orly, ce qui fait que tout le monde prend sa voiture. Est-ce que, alors la ministre qui a été déjà interrogée à ce sujet-là dit en effet on va penser à une gare, mais je souhaite que vous apportiez tout votre soutien pour qu'il y ait une véritable gare qui permette pour les gens de l'Ouest de rejoindre l'aéroport d'Orly qui dessert toute la France. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Filleul. Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. Je voulais vous dire que j'applaudissais vraiment à tout ce que vous avez dit sur le télétravail et le lissage des horaires, car je pense que les esprits tardent à évoluer et que nous travaillons en fait encore comme au 19e siècle, tout le monde au même endroit, au même moment. Et vraiment, il y a des sources là extraordinaires pour désengorger les métropoles et pour finalement faire tous et toutes des économies en matière de transport.
Donc, je suis en accord complètement avec vous là-dessus. Vous parlez du péage inversé, à savoir, vous avez parlé d'une écotaxe pour les poids lourds. Moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on récompense les automobilistes qui abandonnent leurs véhicules au profit des transports en commun. Vous savez que la métropole européenne de Lille a fait tout un travail autour de cette possibilité qui est actuellement bloquée pour des raisons de transfert, enfin plutôt d'enregistrement de données. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez mené des investigations à ce sujet? Enfin, troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'était la question du fluvial. Car les fleuves, c'est une chance extraordinaire aussi dans les régions, les métropoles et les capitales. D'ailleurs, les villes sont nées des fleuves. Mais aujourd'hui, on n'exploite pas cette potentialité, enfin, de mon point de vue, en matière de transport, tant pour les marchandises que pour les personnes. Est-ce que vous avez des perspectives de développement du transport fluvial dans votre région? Merci beaucoup. Monsieur Fouché. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, une simple question. Vous avez évoqué les implantations des espaces de covoiturage. Bon, simplement, je voudrais savoir, pour satisfaire les besoins, si vous avez une idée, mais peut-être pas des coûts que ça représente, et ensuite, dans quel délai tout ceci peut être mis en place pour satisfaire les automobilistes. Merci, Monsieur Fouché. J'ai loin de 2 minutes. 24 secondes, Monsieur Fouché. Vous êtes exemplaire, comme toujours. Madame Vullien. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, vous avez évoqué le problème des plus-values foncières. Moi, je suis de la métropole de Lyon, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Nous n'avons pas trouvé de solution. Moi, j'aimerais pouvoir voir avec vous quelles solutions vous envisagez, quelles sont les règles qu'on peut appliquer, parce que on a beau chercher, on tourne ça dans tous les sens. Pour l'instant, on n'a pas de solution. J'avais une autre question, mais qui a été un petit peu posée par mon collègue Longeau. C'est que moi, je fais partie donc de la métropole de Lyon et je suis étonnée que la métropole du Grand Paris ne soit pas dans Île-de-France Mobilité. C'était mon interrogation et vous allez sans doute y répondre parce que pour moi, ça paraissait logique. On est en métropole, ça fonctionne avec le syndicat des transports. Donc voilà, c'était mon questionnement. Merci. Pardon ? Non. Nous n'avons plus de département, effectivement, sur cette... Mais en même temps, on gère l'ensemble du département du Rhône. Oui, nous, on a les 8 départements au Conseil d'Île-de-France. Oui. C'est les départements qui représentent les transports, parce que c'est eux qui ont les routes. Oui. Bon, on y reviendra dans les réponses. J'ai encore 2 demandes de parole. Je donne la parole à Monsieur Pointreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, je connais votre ouverture d'esprit, mais vous connaissez également le sentiment d'abandon de la ruralité que nous vivons, qui date d'ailleurs bien d'avant la crise des Gilets jaunes. Sentiment d'abandon par rapport aux métropoles et sentiment d'abandon aussi par rapport à la région parisienne, et notamment dans le domaine des transports, avec ce sentiment que l'Île-de-France concentre une grande partie concentrerait une grande partie des moyens financiers concernant les infrastructures. Bon, malgré tout, j'ai pu apprécier aussi votre sens de l'écoute par rapport à votre volonté de vouloir faire en sorte que la région parisienne puisse aussi travailler avec les autres régions dans le domaine du transport, afin de désaturer à la fois l'Île-de-France vers des régions comme la région Centre-Val de Loire, Orléans, Clermont, Lyon, désaturer aussi Orly, puisqu'on a peut-être des possibilités de désaturer Orly vers des petits aéroports qui sont pas très loin. Donc je voulais savoir comment vous voyez les choses dans cette volonté de travailler entre l'Île-de-France et les différentes régions pour essayer de retrouver un équilibre territorial. Merci, Monsieur Pointreau. Monsieur Jacquin, pour la dernière prise de parole. Une remarque et 3 questions. La remarque, c'est je suis effaré de la complexité du millefeuille administratif Île-de-France. C'est effarant. Une question très courte. Vous auriez eu la chance d'être avec nous hier soir dans l'hémicycle sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Vous auriez voté pour ou contre?
la privatisation. Et ce n'est pas un QCM, hein. On peut répondre que sur l'une de ces deux hypothèses. Le troisième point, c'est l'hypothèse d'aller préempter une petite partie des DMTO pour financer des infrastructures de transport comme les gares. C'est un dispositif qui existe dans des pays étrangers. On a les moyens techniques de faire, mais on n'a pas la capacité politique de prendre la décision. Je voudrais un petit approfondissement là-dessus. La dernière question, c'est en matière de mobilité, les choses se segmentent beaucoup et différemment entre les zones très denses et les zones beaucoup moins denses. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans une autorité organisatrice, compte tenu quelquefois des difficultés politiques que l'on peut rencontrer entre la ville-centre, qui rencontre ces questions de très grande densité, et puis les périphéries qui sont affrontées à une problématique transport totalement différente, qu'il y ait des attributions particulières au sein de l'autorité organisatrice confiée à la ville-centre. C'est pas uniquement, la question ne se pose pas uniquement en Île-de-France, elle peut se poser dans un endroit où il y a une relation complexe entre une agglomération, une petite, une 50 000 habitants, et entre la ville-centre et la périphérie, un équilibre politique difficile à trouver. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce dernier point. Oui. Merci. Je voudrais répondre tout de suite sur la question. Il n'y a pas d'équilibre difficile à trouver entre la ville-centre et la région en Île-de-France. On a un conseil d'Île-de-France Mobilité où la ville de Paris a 30% des voix et il n'y a aucun projet parisien qui a été retoqué au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. On respecte tout à fait la souveraineté et la légitimité d'un maire à gérer ses mobilités. En revanche, là où il y a eu des conflits, c'est quand il y a eu des décisions égoïstes prises par la ville-centre sans les mettre en cohérence avec un plan de transport régional qui impliquait tous les habitants de la petite et de la grande couronne. C'était typiquement la fermeture des voies sur berge sans concertation ni mesure compensatoire. Mais sur les projets de transport en commun, il n'y a jamais eu un seul projet parisien qui a été retoqué. En revanche, ce qu'on a constaté par le passé, et c'est vrai que moi je travaille à ce rééquilibrage, c'est que la ville-centre ayant un poids démesuré par rapport à tous les autres territoires, elle a réussi à imposer par le passé, notamment avec des présidents de région qui devaient leur élection politiquement au maire de la ville-centre, et ça a été le cas de tous mes prédécesseurs de droite comme de gauche, le fait de faire passer en premier des infrastructures de transport qui n'étaient pas forcément prioritaires, mais qui étaient ceux de la ville-centre, parce qu'elle avait un poids démesuré dans l'ensemble. C'est pour ça tout ce qui renforcerait encore ce poids, qui est déjà énorme, de la ville-centre dans une autorité de transport. Pardon, mais comme l'a dit Olivier Léonard, on est 12 millions et ils sont 2 millions à Paris. Donc, pardon de le dire, mais voilà, il y a 10 millions de personnes dehors. 30% des voix déjà dans l'autorité de transport, c'est beaucoup, ça permet de peser, et c'est normal que la ville-centre pèse parce que c'est elle qui rayonne et qu'elle a des charges de centralité, mais lui donner la possibilité de s'opposer à 10 millions de personnes qui vivent en dehors de chez elle, moi, j'y serais pas du tout favorable. Je pense que ce serait dangereux. Et objectivement, je vous le dis, 90% de nos décisions sont prises à l'unanimité. Le plan vélo de Paris a bénéficié de 40% des crédits d'Île-de-France Mobilité sur l'ensemble de son plan vélo. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a jamais eu de blocage sur quoi que ce soit. Simplement, il n'y a pas une priorisation quand c'est pas rationnel et que c'est uniquement politique. Il n'y a pas de priorisation sur des projets qui, rationnellement, ne doivent pas être prioritaires uniquement parce qu'ils sont portés par la ville-centre. C'est quand même un sujet. Alors, sur ADP, j'étais pas au débat, mais j'aurais bien aimé être éclairée par le débat, pour tout vous dire. Moi, je ne suis pas contre la privatisation du concessionnaire des aéroports franciliens par principe. Donc je pourrais être tout à fait favorable à cette privatisation, à condition que cette privatisation ne se fasse pas à l'encontre des intérêts ni des riverains, ni du territoire, ni de l'État français. Donc il y a quand même 3 personnes qui sont concernées par cette privatisation. Et par ailleurs, j'ai demandé au ministre de l'économie que la région puisse siéger comme censeur
au conseil d'administration d'ADP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a que de mémoire la ville d'Orly et la ville de Paris, ce qui me paraît aberrant étant donné le rôle que la région a en termes de développement économique et de développement des infrastructures de transport. Par ailleurs, je suis favorable à ce que les collectivités publiques puissent investir dans le capital de l'opérateur privé. Je suis favorable à ce que les concessions de cet opérateur privé soient revues très régulièrement. Je suis favorable à ce qu'il y ait un certain nombre de dispositions dans le cahier des charges qui préservent les intérêts de l'État, notamment en matière de contrôle des frontières. Je suis favorable à ce qu'il y ait des clauses drastiques sur la protection en termes de nuisances sonores, en termes de nuisances aériennes, en termes de tarifs pratiqués, de droits de péage, etc. Donc moi, ça n'est pas un oui sans condition, mais ce n'est pas un non de principe. Voilà. Alors, je l'ai fait dans le désordre parce que je les ai marqués dans le désordre, pardon, mais Monsieur de Nicolaï, le surtourisme n'est pas un sujet en Île-de-France, comme vous l'a sans doute dit ma vice-présidente au tourisme. Nous avons un très très faible rejet des touristes, qui est essentiellement dans l'hypercentre de Paris, sur les quarts de touristes. Mais nous n'avons pas de rejet du tourisme. En réalité, nous sommes dans utilisation de notre potentiel touristique, c'est pareil, surprenant à dire, on a 50 millions de touristes, mais on pourra en accueillir beaucoup plus, et notamment en Grande Couronne, qui est totalement sous-utilisé dans son potentiel de merveille touristique que vous connaissez. Rejoindre Orly par l'ouest, c'est très compliqué, je vois pas bien comment, mais on va être aidé par le Grand Paris Express, parce que vous avez quand même une gare TGV à Massy-Nantes, de mémoire, Massy va être relié à Orly par la ligne 18 du Grand Paris Express. Donc quand il y aura cette ligne-là, peut-être qu'on peut imaginer de faire une rocade Massy-Orly. Et là, cet horizon-là, peut-être. Mais enfin, si vous le voulez, il faut prévoir ce barreau assez vite, parce que les travaux du Grand Paris Express sont en route. Madame Filleul me demandait si je récompensais les automobilistes qui abandonnent leur voiture. Alors, on vient de le voter, puisque tous les parkings relais d'Île-de-France Mobilité, qui sont donc les parkings dans les gares pour les automobilistes, seront rendus gratuits à partir du printemps. Et ce sera une prime à l'abandon de la voiture de 30 à 40 euros par mois. Et donc, on vous a précédé, vous voyez, ça ne s'appelle pas un péage négatif, parce que nous, on n'a pas de péage en Île-de-France. En fait, on est à l'intérieur des péages. On est à l'intérieur du péage de Saint-Arnoul, du péage de Meaux, du péage de Roissy, etc. Donc il faudrait qu'on mette en place un péage négatif, il faudrait qu'on le mette en place. Donc nous, on est sur l'idée que le péage positif, la récompense des automobilistes qui abandonnent leur voiture aujourd'hui, c'est le parking relais gratuit. Mais ça veut dire qu'on va devoir labelliser davantage de parkings, puisqu'il y a des parkings qui sont des parkings communaux, qui eux restent payants. Donc vraisemblablement, nous aurons des demandes de labellisation supplémentaire de parking. Donc en grande couronne, j'entends, c'est les parkings qui sont en grande couronne ou en moyenne couronne. Sur le fluvial, alors oui, on y travaille, tout à fait. On a deux problèmes sur le transport voyageur, c'est les écluses et les limitations de vitesse. À Londres, ils ont développé le transport fluvial de voyageurs parce qu'il n'y a pas de limitation de vitesse sur la Tamise, ou en tout cas très faible, alors que sur la Seine, les berges sont beaucoup moins éloignées, il y a des péniches, et on ne peut pas rouler on peut pas voguer à plus de 12 km/h sur le tronçon central. Alors 12 km/h, c'est plus avantageux quasiment d'y aller à pied, vu les arrêts. C'est ça qui empêche le développement du transport fluvial, qui objectivement pourrait être assez pertinent du pont de Saint-Cloud à Maison-Alfort. Et on le regarde aussi sur les canaux, puisque nous avons aussi beaucoup de canaux, donc on est en train de regarder ça. Monsieur Léonard, je pense qu'à terme, il y a une question de péréquation aussi. Il y a une question de péréquation entre les territoires. Il y a effectivement des territoires qui vont s'enrichir considérablement avec l'arrivée des nouvelles gares. Et il y a des territoires qui ne les auront pas et qui ont besoin énormément de transport. Donc, en tout cas, le rôle que je joue à Île-de-France Mobilité, et vous l'avez compris, et je crois que vous l'avez perçu, et j'en suis très, très heureuse, c'est quand même d'assurer cette péréquation qui ne se faisait pas d'elle-même par le passé. Ensuite, alors Madame Perrault, sur les inondations et la retenue de la Bassée, alors là, paradoxalement, c'est la métropole du Grand Paris qui a chopé la compétence inondation. Alors ne me demandez pas pourquoi. Voilà, ça me laisse perplexe, mais bon. Donc la métropole du Grand Paris, qui n'est pas compétente sur la Grande Couronne, vient financer des retenues d'eau en Grande Couronne. Bon.
C'est les plaisirs de la loi MAPTAM, je crois. Alors, monsieur Houlgat, alors, sur l'ouverture à la concurrence des lignes RATP, il est encore un peu tôt pour se prononcer, on n'y est pas encore, mais on a déjà fait, on est en train d'ouvrir à la concurrence les autres lignes, les lignes de grande couronne. Et là, pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons simplifié, nous sommes passés de 250 lignes à 40. Nous avons évidemment pris tous les centres de remisage sous pilotage Île-de-France Mobilité, de façon à pouvoir avoir une organisation un peu transparente et fluide de l'ensemble du système. Et on lance là, en 2020, les premières mises en concurrence sur les premières lignes grande couronne. Mais pour la RATP, je n'ai pas encore les réponses à votre question. Sur la ZFE, verra-t-elle le jour? J'ai l'impression que les maires sont très très réticents à la voter pour des raisons sociales, parce que ce n'est pas facile de dire à ses habitants ni à ses salariés qu'on veut plus d'eux, surtout quand ce sont des personnes modestes. Maintenant, moi, je suis favorable au principe de la ZFE. Le problème, c'est l'accompagnement du changement et l'accompagnement social du changement et que l'écologie ne soit pas une source de ségrégation sociale et une écologie pour les privilégiés. Monsieur Fouché, vous m'avez demandé le stationnement du covoiturage, son coût et son calendrier. Son coût, je ne l'ai pas totalement, mais son calendrier, on déploie. On est en train de construire 10 000 places de parking relais supplémentaires. Et dans ces 10 000 places de parking relais supplémentaires, on a des places qui sont dédiées au covoiturage. Mais la vérité, c'est qu'on est obligé de prévoir beaucoup de choses de places de parking. Et il nous en manque encore pas mal, notamment aux entrées de Paris, où j'ai demandé effectivement à la municipalité qu'elle puisse nous mettre des places à disposition, parce que maintenant que les voies sur berge sont fermées, ce serait bien qu'on puisse poser ces voitures aux portes de Paris. La municipalité était très hostile à ce principe, disant qu'il fallait lâcher sa voiture bien avant les portes de Paris, mais elle s'y est rendue et elle nous a proposé 1000 places, mais à demi-tarif, c'est-à-dire à 75 €, et 75 € par mois, ça reste très 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 cher. Pour des gens qui ont le parking gratuit dans leur entreprise, ça reste quand même très très cher. C'était l'audition de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Face aux sénateurs, l'élu Les Républicains a critiqué le projet de Roissy-Charles de Gaulle Express, future ligne directe entre Roissy et Paris. Ces travaux, prévus en un temps record pour 2024, vont selon elle fragiliser la ligne voisine du RER B, très fréquentée et en mauvais état. Valérie Pécresse a également donné son avis sur la prochaine loi mobilité du gouvernement. Elle attend avec impatience que cette loi redonne de l'autonomie aux collectivités territoriales pour organiser les transports, et notamment les transports durables comme le covoiturage et le vélo. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.